Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Ellen Yak et je voudrais vous donner la bienvenue à la série de webinaires Boost CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Floor en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot Floor French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Documents sur la droite. Il y aura une foire aux questions. Pendant les 5 dernières minutes du webinaire pour poser vos questions. Veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Message et Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que je ne vais pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsque nous faisons les questions et réponses. Si vous êtes en groupe, indiquez la quantité de personnes. Aujourd'hui, c'est la première partie de comprendre les liens qui existent entre le traitement sensoriel, le comportement et la santé mentale. Mes objectifs sont se familiariser avec la théorie de l'intégration sensorielle, comprendre la relation qui existe entre le traitement sensoriel, le comportement et la santé mentale, comprendre l'impact des traumatismes sur le traitement sensoriel. Je ne vais pas couvrir toute l'information dans ce webinaire, mais l'information va être dans les liens ou dans vos matériaux. Cette plateforme ne vous donne pas la possibilité de montrer les vidéos, mais j'ai un lien si vous désirez copier le lien à la fin de la présentation. Vous pouvez consulter YouTube pour voir les vidéos de Tanner et Emma. Je vais aborder ce thème. Tanner est un jeune enfant qui est hyper réactif au son. Il est assez agressif avec sa mère. Il crie quand elle essaie de s'habiller. Et puis, si elle écoute les sons, il devient agressif. Il a des difficultés pour suivre les routines, pour sortir de la porte au matin. C'est un enfant qu'on regarde, on peut penser que c'est un enfant qui est atteint de troubles d'opposition avec provocation, le TDAH, troubles anxieux, le stress post-traumatique ou le trouble traumatique du développement. Mais c'est un enfant qui montre les caractéristiques d'un trouble du traitement sensoriel et nous allons apprendre aujourd'hui. Emma, c'est une jeune enfant que le lien sur YouTube va vous montrer. Elle présente des autres symptômes. Tanner réagit à sa peur avec la réponse ou avec la réaction de lutte. Tandis que Emma, elle a la réaction de fuir. Elle est réactive au niveau de se retirer, de être passive. Quand vous regardez Emma, vous pouvez penser que c'est peut-être elle est atteinte de troubles d'anxiété généralisée, anxiété sociale, troubles de l'attachement, troubles de stress post-traumatique, troubles traumatiques du développement. Avec Emma aussi, elle est atteinte des troubles du traitement sensoriel. Qu'est-ce que c'est le traitement sensoriel? C'est, dans tous nous autres, c'est un processus impliquant la réception, la modulation, l'interprétation et l'intégration de l'information sensorielle reçue par le cerveau. Il contribue au bien-être dans le milieu, à la compétence motrice. Ça touche tous les domaines de développement. Ça influe le niveau d'éveil et l'attention qui sont liés à la participation aux relations sociales, au milieu d'apprentissage, activités de loisirs et l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne.
Si vous êtes familiarisé avec la littérature, il y a 2 mots qui se trouvent dans la littérature de l'ergothérapie et santé mentale, le traitement sensoriel. Avant, il utilisait l'intégration sensorielle. La théorie de l'intégration sensorielle était développée par Jean Ayres aux années 60. Tout au début, elle a pensé que ça influait, c'est-à-dire tous les domaines de développement influent sur le traitement de l'information sensorielle et qu'on peut conclure une déficience du traitement de l'information sensorielle en se fondant sur la réponse motrice et sur les réactions comportementales. Et le traitement sensoriel peut être amélioré grâce à l'information sensorielle contrôlée fournie au cours d'activités favorables. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler d'importance de la théorie de l'intégration sensorielle pour les cliniciens en santé mentale. Les outils, les stratégies sensorielles peuvent aider les résultats de l'intervention du clinicien. Juste pour comprendre comment nous faisons l'intégration sensorielle. D'abord, il y a la saisie de l'information. Alors, nous le faisons, tout le monde le fait. Tout le monde a une seuil différente. Par exemple, si je regarde ma famille, mon fils, par exemple, qui est très sélectif et avec ses vêtements, quand il était tout jeune, il n'aimait pas les sauces, les différentes textures combinées des aliments, il était sensible au goût. Et moi, je suis réactif. Si jamais j'ai de la nourriture sur le visage, quelqu'un doit me le dire, non? Alors, nous avons tous les différents niveaux, les différents seuils. Si nous pouvons être ensemble comme groupe, peut-être nous pouvons partager les choses dont nous sommes sensibles. Par exemple, il y a les personnes des allergies avec le lin. Quelques personnes n'aiment pas les étiquettes dans leurs vêtements. Et parfois, il y a les sons qui provoquent une réaction. Il y a tout un continuum comment nous faisons la saisie d'informations. Même si nous avons un seuil pour saisir l'information peut changer. C'est-à-dire la saisie d'information peut changer sous stress. Par exemple, si si tout d'un coup votre chien a fait un bruit pendant la nuit, vous êtes dans un état élevé et tout d'un coup vous sentez des différents bruits. Par exemple, une moteur d'une voiture qui passe. Alors, la saisie des sons peut augmenter. Alors, quelqu'un qui est anxieux, normalement, une personne qui n'est pas qui n'est pas trop réactive, tout d'un coup devient hyperactive. Alors, la saisie, la orientation. Par exemple, vous avez tous la vous vous sentez, par exemple, une montre sur le poignet, mais on ne fait pas l'orientation. Après, il y a l'interprétation. Il faut interpréter si c'est quelque chose de sûr ou sécuritaire ou de danger. Et après, il y a l'intégration de l'information sensorielle et l'organisation de la réponse et la exécution de la réponse. Les plupart des gens savent des différents systèmes sensoriels. Il y a les différents systèmes vestibulaires, tactiles, proprioceptifs,
ça c'est dans le proprioceptif, ça c'est dans le muscle. Je sais que mon coude est, est plié. Par exemple, je peux me rendre compte de cela. Nous avons des systèmes visuels, auditifs, olfactifs et gustatifs interoceptifs. Voici plus de renseignements sur le système vestibulaire. Je voudrais juste dire que ça donne l'information sur le pôle de gravité par rapport à la gravité, le mouvement. Par exemple, si vous êtes dans une voiture, vous savez que vous êtes en motion parce que cela est affecté par la gravité et ça affecte votre sécurité. Dans la littérature de santé mentale, il y a beaucoup d'informations sur le système vestibulaire, tandis que voici quelques références. Il y a aussi le système tactile qui est le canal plus ancien et plus primitif, récepteur situé dans la peau. Et cela fournit de l'information. Par exemple, quelqu'un qui est très sensible, il se sent, par exemple, quelques réponses aux étiquettes ou les différents vêtements. Et puis, ils sont pas sensibles à la douleur. Pourquoi ils sont sensibles à le toucher léger, mais pas à la douleur? Et c'est un système primaire pour le contact avec le milieu. Le système sensoriel est le plus crucial pour déterminer le comportement et le système le plus essentiel à l'attachement. Il y a quelques études avec les parents qui sont sensibles à l'attachement et ça peut affecter les styles parentaux. Alors, le toucher sain pendant le développement de la petite enfance contribue au développement de l'empathie, améliore la capacité de s'habituer aux signaux sociaux. Alors, le sens olfactif. Les odeurs vont directement au bulbe olfactif et pour cela, par exemple, les gens utilisent les sels volatiles. Et c'est important dans le contexte de troubles de stress post-traumatique à cause de leur réaction aux odeurs. Voici la recherche sur l'inhalation. Et l'inhalation, cette réponse peut contribuer à la peur et l'exhalation peut contribuer à une sens de calme. Et cela peut déclencher les différents systèmes dans votre corps. Si vous êtes réactif, si vous êtes plus calme. Alors, il y avait quelques questions aux commentaires sur l'inhalation par la bouche. Alors, l'utilisation de la respiration par la bouche au cours de la pratique, c'est-à-dire c'est un effet non observé. Alors, c'est important de reconnaître les états internes, c'est critique pour la connaissance émotionnelle. Et voici l'interoception, ça nous donne les différents états. Et l'insula, qui est une région dans le cortex cérébral, c'est tellement important dans cette fonction. Cela a un rôle dans la représentation corporelle et l'expérience émotionnelle subjective. Ça joue un rôle dans la cartographie des états viscéraux qui sont associés à l'expérience émotionnelle et donne aussi lieu aux sensations conscientes. Dans un contexte social, le toucher crée des voies vers l'insula. Et cette connexion entre l'insula et l'interoception peut être tellement affectée par le traumatisme. Moi, le regard de l'interoception comme une base pour la régulation émotionnelle. Voici une étude qui aborde ce que je viens de dire, que l'impact de trauma peut modifier les régions interoceptives de l'insula et du cortex cingulaire antérieur.
Et il y a un lien entre l'association et l'interoception interrompue. Je voudrais souligner à vous, quand vous regardez dans la littérature, ce qui sont les troubles du traitement sensoriel. Lucy Miller a ce système d'identifier les troubles du traitement sensoriel. Il n'y a pas un consensus là-dessus pour l'utiliser. Il y a aussi les troubles de la modulation sensorielle qui est vu souvent dans la littérature de santé mentale où il y a l'hyper ou l'hyposensibilité, la recherche sensorielle et le trouble de la discrimination sensorielle, le trouble de moteur de type sensoriel peut conduire au trouble posturaux et dyspraxie pour la difficulté de la saisie de l'information dans le système vestibulaire. Alors, la modulation sensorielle permet la suppression de l'information non pertinente pour favoriser la concentration sur l'information pertinente. Le trouble de le trouble de la saisie, de l'orientation et de l'interprétation. Et cela, la modulation sensorielle, contribue au maintien de niveau approprié d'éveil et d'activité. J'ai déjà dit que les troubles de la modulation sensorielle sont l'hypersensibilité sensorielle, l'hyposensibilité sensorielle et la recherche ou l'envie sensorielle. Alors, j'ai déjà parlé de la défense sensorielle, l'hypersensibilité à l'information sensorielle signifie que la personne réagit à des sensations. Comme mon fils qui ne voulait pas utiliser les blue jeans parce qu'il n'aimait pas le tissu, mais cela n'avait pas un impact sur son comportement. Tandis que la défense sensorielle, c'est comme j'ai dit que la hypersensibilité à l'information sensorielle signifie que la personne réagit à des sensations inoffensives et en y voyant un danger possible, ce qui entraîne souvent une réaction de lutte ou de fuite, d'évitement de l'information sensorielle, d'anxiété et d'agression. Nous avons tous une défense sensorielle. Par exemple, vous êtes toute seule à la maison, votre époux, vous êtes toute seule à la maison, tout d'un coup, votre époux vient et vous tapez sur le dos. Et cette interprétation est interprétée comme quelque chose qui peut déclencher un danger. Il y a un déclenchement de fuir ou de lutte. Plusieurs individus avec cette réponse, ça travaille trop. Même si quelque chose qui ne présente pas un danger, mais la sensation du tissu de vos chaussettes peut déclencher une réaction d'hypersensibilité ou l'enfant à l'école qui fait la queue pour la récréation. Il est dans la queue, il se sent qu'il y a quelqu'un trop près d'elle. Il a une réaction. Alors, la lumière vive, le soleil du midi, les reflets lumineux, les lumières clignotantes, les lumières fluorescentes semblaient me brûler les yeux. Ensemble, le son aigu et la lumière brillante étaient plus suffisants pour provoquer une surcharge sensorielle. Ma tête se comprimait, mon estomac se retournait, mon corps battait la chamade jusqu'à ce que je puisse me mettre à l'abri. Et voici, Wiley décrit une réponse à la lumière et au son, et Eileen Parker décrit le grincement des camions à l'odeur, les cris perçants des petits enfants. Ces bruits me font mal. C'est comme un hurlement dans mon cerveau auquel je ne peux pas échapper. Entendre ce son, une fois, ça me fait sursauter et me fait mal si le son persiste. Je me fâche et j'ai envie de pleurer. Alors, la réaction de stress, bon, c'est pas nécessaire de le décrire à ce groupe de cliniciens. Vous pouvez comprendre l'impact des hormones de stress sur le corps. Mais la réaction de stress persiste car le taux de cortisol atteint son maximum de 30 à 60 minutes après une ménopause. Alors, quand on joue le rôle de détective, quand
on essaie de comprendre nos clientes. Peut-être il n'y aura pas une réaction immédiatement, il peut y avoir un délai. Il faut aussi penser sur cette citation des neurones qui s'excitent ensemble, ce lien entre eux. C'est une traduction. Mais certains événements, il y a un lien. Il y a un lien avec un événement au-delà de cet événement. Au niveau simple, je vais parler encore une fois de mon fils Robbie. Maintenant, il aime manger tout. Quand il était l'enfant de préscolaire, il ne voulait pas de la sauce sur les nuits, sur le pasta, tout type de sauce. Maintenant, elle mange tout type de sauce, sauf le ketchup. Sauf le ketchup. Quelqu'un lui a essayé de faire manger le ketchup. Maintenant, s'il regarde le ketchup, il dit non, 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 je ne veux pas voir le ketchup. Quelque chose de tellement simple déclenche un mémoire, un souvenir de la mal à l'aise qu'il se sentait quand il était plus jeune. Alors, si on pense de nos clients de TSPT et les événements sensoriels qui sont arrivés pendant leur traumatisme. Et Robbie, mon fils, a une réaction au ketchup. Vous savez que le système limbique est activé et quand le système limbique est activé, ça désactive la fonction exécutive est désactivée. Alors, nous avons de la difficulté pour avoir un accès au système cortex et pré-cortex. Alors, Robbie, même quelque chose tellement tellement innocente comme le ketchup, et là, cette réaction. Juste pour souligner le lien entre le traitement sensoriel et la régulation d'éveil. Quand il y a l'hypersensibilité, ça conduit à l'hypervigilance et l'hyposensibilité conduit au problème de saisie ou la défaut d'orientation. Cela peut être familiarisé. Le créneau de tolérance, ça c'est pour les gens qui sont trop hypersensibles. Ils ont un type de surcharge sensorielle et quelque chose arrive, ils ont un arrêt, il y a une réaction spectaculaire, explosive. Mais si vous regardez le créneau de tolérance, vous pouvez voir la tolérance de la réaction avec l'information sensorielle. Voici une vidéo avec quelqu'un qui a un niveau de hypo élevé. Il ne répond pas. Il n'est pas ce vidéo, il faut juste cliquer YouTube The Tragedy of First Position qui montre une fille dans une classe de ballet qui ne peut pas imiter la première position dans la danse. Et ça montre sa frustration qu'elle essaye de se mettre dans cette position pour montrer les difficultés motrices avec le traitement sensoriel et comme cela peut produire la frustration, l'anxiété. J'imagine que 25 personnes d'entre vous avaient des problèmes pour le traitement des systèmes vestibulaires et vous avez eu la dyspraxie, l'habilité pour exécuter les habiletés motrices. Peut-être vous êtes comme moi-même. Quand je suis dans une classe d'exercice, il y a une nouvelle enseignante, j'ai des problèmes avec les séquences de nouveaux mouvements. Je peux le faire, mais ça me prendra un peu plus de temps. Peut-être vous avez des difficultés pour suivre la danse en ligne. Et
quand on voit cela, les enfants, par exemple, la chanson The Wheels on the Bus, cette chanson, ils ne peuvent pas l'imiter, ou l'idée de imiter les pieds sur le pédale dans une bicyclette. Euh, il y a aussi quelques enfants qui ont les problèmes dans le balançoire pour balancer le motion des pieds quand ils sont en train de balancer. Alors, s'ils ont la difficulté, ça c'est un signe précoce d'un problème de planification motrice. Ils peuvent apprendre les habiletés parce que peut-être avec beaucoup de répétition, ils peuvent apprendre certaines compétences. Mais s'ils sont présentés avec une nouvelle tâche, ils peuvent avoir les difficultés. Par exemple, une jeune qui peut dessiner quelque chose de complexe, mais elle a le problème pour écrire. Si c'est une action autogénérée, ils peuvent le faire. Si moi, je ne dois pas suivre une danse avec certaines pas, par exemple, ces enfants, s'ils sont les initiateurs de ce dessin, ils peuvent le faire très bien, mais ils ont de la misère pour copier, pour imiter le dessin. C'est un problème moteur invisible, comme les différents problèmes avec leurs muscles, avec le cerebral palsy. Ça présente une confusion. Alors, si vous avez un problème là-dessus, vous pouvez avoir des meilleurs problèmes. Je parlais tout à l'heure de paralysie cérébrale, c'est-à-dire les fonctions motrices. Alors, la faute de connaissance, pourquoi ils ont des difficultés motrices, peut conduire à anxiété de performance, l'anxiété de séparation, parce que mes parents font plusieurs activités pour moi. Il me met mon abri, mon manteau, et il met plein de choses dans mon sac à dos, mais je ne suis pas sûre si je peux le faire. Ils ont peur, ils ne savent pas quelles sont les instructions. Il y a pourtant une dépendance acquise. Ils peuvent éviter leur père. Pensez sur les évitements des pères. La socialisation se trouve sur le terrain de jeu. Ils peuvent éviter leur père parce que peut-être ils ne peuvent pas faire leurs habilités motrices. Si vous vous rappelez les enfants qui ne sont pas choisis pour les équipes de sport, ce sont les enfants avec les difficultés de régulation de l'éveil. Je voudrais souligner pas juste la modulation sensorielle, mais aussi les autres troubles de traitement sensoriel. C'est pas reconnu dans le DSM-5 à l'heure actuelle. Finalement, c'est pas reconnu actuellement dans le système de classification internationale, mais c'est reconnu dans le 0 to 3 classification, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun consensus dans la littérature concernant le système de classification de troubles de traitement sensoriel. Les ergothérapeutes parlent des difficultés sensorielles, mais nous n'avons pas la licence pour diagnostiquer cela, même si c'était reconnu dans le DSM. Nous reportons sur les difficultés avec le traitement sensoriel. Dans la communauté, je vois que les pédiatres et les psychologues du développement mentionnent de plus en plus de troubles de traitement sensoriel et dans les études, la littérature sur la santé mentale, et utilisent troubles de traitement sensoriel. Alors, au niveau de la prévalence de une population autistique, il y a 2 études qui ont regardé les enfants de la maternelle 5
3% des sujets répondaient aux critères de troubles de traitement sensoriel lors d'une étude auprès de 702 enfants de la maternelle. Alors, il y avait une autre étude qui parlait de la hypersensibilité sensorielle et abordée sur les enfants de 7 à 11 ans. Ils ont trouvé que 16% des sujets montraient une hypersensibilité sensorielle à l'information tactile et auditive. Alors, c'est tellement important et je fais plusieurs ateliers pour les éducateurs pour qu'ils soient conscients de cela. Et voici une autre étude que j'ai trouvée où ils ont trouvé que presque 36% des enfants d'une clinique psychiatrique manifestent un trouble de traitement sensoriel sous-jacent. Pour cela, je suis ici aujourd'hui. Il faut connaître le traitement sensoriel. Une autre étude, et encore une fois, cette étude, c'était différent, qui a regardé qu'entre 33 et 64% des enfants de 4 ans montrant un trouble de traitement sensoriel répondent aux critères d'au moins une autre maladie psychiatrique. Alors, si on regarde le SMD, l'incidence de troubles moteurs de type sensoriel sur le développement socio-émotionnel, et regarde l'impact sur les réactions amenant à figer, fuir ou affronter, c'est-à-dire lutter. Et je vais parler là-dessus après. Si les enfants sont réactifs au toucher, son, et les jeunes enfants ont des réactions amenant à figer, fuir ou affronter, est-ce que cela est le trouble traumatique du développement? À la fin, nous allons aborder cela. Cela a un impact sur l'anxiété, affect, humeur, peur, colère, évitement social, les interactions rigides, les gens qui sont hyperactifs. Ils ont besoin de contrôle et de prévisibilité. Ils ont des problèmes avec les changements de routine parce qu'ils ne sont pas quel type d'informations sensorielles vont avoir un impact sur eux-mêmes après. Nous voyons un impact sur le trouble, sur l'attachement, anxiété, dépression, les comportements obsessionnels compulsifs et le trouble déficitaire de l'attention. Voici mon commentaire sur le traumatisme développemental. Voici quelques études qui identifient la relation entre, c'est-à-dire le lien entre la modulation sensorielle atypique et l'attachement. Je vois plusieurs parents frustrés. Ils sont souvent frustrés. Ils rapportent les enjeux depuis la naissance pour s'habiller, pour changer leur couche. Peut-être c'est pas le toucher pendant le changement de couche, mais les enfants avec les difficultés vestibulaires, il y a un problème avec la saisie de l'information de la tête dans la gravité. Alors, ils n'aiment pas être sur le dos. Pensez là-dessus. Si vous êtes les jeunes parents, maintenant, il faut mettre les bébés sur le dos pour dormir. Et plusieurs bébés sont pas à l'aise sur le dos. Alors, ils ont des problèmes pour les bébés qui ont des problèmes pour dormir. Peut-être il nous manque les enfants qui sont pas qui ont besoin d'une thérapie pour s'habituer au changement de la position de la tête. Voici une autre étude. Cette étude par Gourley qui regarde les enfants dans une grande ville. Et elle a vu un large éventail de difficultés de comportement et de développement. C'était une étude pour... il a conclu qu'il y a la nécessité de faire un dépistage en santé mentale chez tous les enfants. Il y a une autre étude, Aaron et Aaron, qui ont
Identifier le lien reconnu entre la sensibilité sensorielle, l'introversion et l'émotivité. Peut-être vous connaissez les travaux The Sensory Child, The Sensitive Adult de Aaron et Aaron. Il regarde l'individu qui est sensible aux émotions des autres, les intensités dans les situations sociales. Il y a un lien entre la sensibilité sensorielle et l'introversion. Cette étude abordait l'hypersensibilité sensorielle, qui peut-être est un facteur de vulnérabilité aux troubles d'anxiété sociale, tandis que Reynolds et Lane ont regardé le TDAH et comment on peut différencier entre le TDAH si cette personne saisit tellement d'informations sensorielles. Mais il n'y a pas l'inhibition de toute l'information sensorielle, c'est plutôt une distraction. Alors, comment on peut faire la différenciation? Et cette étude par Reynolds et Lane a montré que les individus qui ont le TDAH et l'hypersensibilité sensorielle sont associés à considérablement plus d'anxiété que le TDAH seul. Encore une fois, dans cette étude, il y a les fréquences plus élevées de comportements internalisés et externalisés quand il y a l'hypersensibilité et les plus faibles niveaux de considération sociale, d'affiliation, de résolution de problèmes et de flexibilité. J'ai déjà parlé de ces personnes qui ne sont pas flexibles parce qu'ils ont besoin d'avoir un contrôle sur leur environnement. Ils ne veulent pas être surpris par l'information sensorielle qui est hors de leur contrôle. Voici quelques autres études. Il y a quelques études qui ont abordé les adultes avec un comportement de défense sensorielle. Ils ont les niveaux plus élevés d'anxiété. Alors, il y a les études sur les adultes aussi. Alors, voilà, c'est difficile. Je reçois plusieurs références de sociétés protectrices des enfants, des boosts, des centres pour les enfants et adolescents qui sont familiarisés entre qui connaît le traitement, les différences entre le traitement sensoriel ou les autres enjeux. Est-ce que c'est le traitement sensoriel ou est-ce que c'est le traumatisme? Les symptômes du traumatisme ressemblent aux troubles de traitement sensoriel. Le traumatisme, à quoi les états d'éveil, ce qui influe sur la saisie, l'orientation, l'interprétation de l'information sensorielle. Et les personnes qui ont vécu des traumatismes sont souvent en état d'hypervigilance et d'hypersensibilité à l'information sensorielle. Alors, ça peut être tellement difficile pour moi identifier et faire la différence, ou voir la différence. Il y a quelques ans, j'ai eu un contrat pour appuyer les enfants avec le syndrome fœtal d'alcool. Et dans cette étude sur l'exposition prénatale à l'alcool, ça abordait le système neurologique, s'il y avait un affect. Peut-être il y a une réaction à l'information sensorielle. Je ne l'ai pas vu tout au début de cette étude, mais il y avait la sensibilité au toucher, au son, mais il faut vraiment être une détective quand ces enfants, parce que le rapport, c'était la sensibilité au son pendant la nuit, la difficulté avec les routines d'hygiène, de
auto-soin, de mettre le pyjama. Alors le trauma enfant, il y avait l'abus sexuel. Alors la racine de l'enjeu dans un cas, c'était pas l'hypersensibilité aux informations sensorielles. La réponse à la réaction sensorielle, c'était aux causes du traumatisme. Alors nous pouvons utiliser les outils, mais pour travailler là-dessus, mais si quand on essaie de voir si c'est un trouble de traitement sensoriel ou traumatisme, il faut considérer ces facteurs. Quand quelqu'un a un traumatisme, il y a cette personne a quoi? Un haut état d'éveil, ce qui influe sur la saisie, l'orientation des neurones. Il y a toute l'idée de la dissociation avec les gens qui a une manque de saisie et d'orientation à l'information sensorielle dans ces personnes. Alors, souvent, on parle sur la réactivité de la hypersensibilité. Je n'ai pas les données, mais il y a une étude qui a regardé le niveau de surcharge sensorielle ou un éveil excessif, mais ils ne répondent pas du tactile, du système vestibulaire, parce qu'ils ont une manque de saisie et d'orientation. Je sais qu'il y a tout un champ d'études. Nous allons toucher dans la deuxième partie quand on aborde l'intervention. Mais je comprends que il y a eu des études, des autres études qui parlaient là-dessus. Et il faut travailler sur les individus pour répondre au système moteur. Dans la prochaine session, nous allons parler des outils et stratégies sensorimoteurs. Alors, quelques individus, par exemple, les adultes avec autisme, 60 à 70% des enfants et des adultes de autisme ont le trouble de traitement sensoriel. Alors, je ne l'ai pas souligné, mais il faut savoir que vous pouvez être hypersensible dans un système sensoriel et sous-réactif dans un autre système. Je suis sous-réaction avec le toucher, avec le proprioceptif, avec l'olfactif, l'auditif, mais je suis hypersensible dans le système vestibulaire. Alors, dans un élévateur, je sens le mouvement de l'ascenseur, j'ai de la nausée si je bouge dans le sens inverse à cause de ma réponse ou ma réaction du mouvement. Alors, vous pouvez être réactif ou moins réactif dans les différents sens. Alors, il y a vraiment, cela peut avoir un impact sur la qualité de la vie. J'ai déjà fait les présentations pour les adultes avec l'autisme. J'étais dans les panels et les personnes, les adultes avec l'autisme parlaient des années d'être pas commodes avec les différents traitements ou les différents réactions sensorielles. Si on parle du trauma continu qui vient de ce niveau de malaise comme réaction à certaines informations sensorielles, cela peut conduire à la disassociation. Les adultes avec l'autisme parlent là-dessus. Et que aussi, il parle comment la disassociation menant
à à l'anxiété sociale, l'évitement social, plus que les déficiences sociales qui sont liées à l'autisme. Je vois cela. Je vois cela, l'anxiété sociale. Je vois plusieurs enfants qui ont les diagnostics à la petite enfance de l'autisme. Maintenant, il y a un taux plus tôt pour avoir l'accès au financement. Ça, c'est un enjeu, mais il y a un autre enjeu que les petits-enfants qui ont un haut niveau de réactivité, qui ont besoin de prévisibilité. Ils font l'évitement de contact social. Ils socialisent mieux avec les adultes que leurs pères. Ça se voit. Mais c'est la même chose que nous voyons avec les enfants qui sont réactifs, sont au niveau sensoriel. Ils peuvent avoir une meilleure interaction avec les adultes parce que c'est plus prévisible. Un adulte ne va pas tout d'un coup venir pour prendre votre jouet. Il y a plus de prévisibilité dans les mouvements des adultes. Alors, ils n'aiment pas les grands-parents qui veulent faire le bise et puis et faire un câlin, mais ils peuvent interagir mieux avec les autres adultes ou ils peuvent mieux identifier leur comportement. Juste pour continuer, la faute ou la manque de réaction à l'information externe qui occure avec le trauma conduit à une interoception considérablement réduite. Ils ont une réponse, manque de réponse aux signaux d'interoception. Alors, quand vous regardez les points en commun entre l'impact du traumatisme et de sensoriel, nous voyons que ces individus se trouvent dans un blocage d'une boucle infinie cerveau primitif survie. Et c'est une boucle, c'est une boucle. Et c'est une boucle infinie. Je vous encourage de regarder ou de voir les vidéos de Tanner et l'autre enfant parce que ces enfants sont dans un mode de survie. Il y a l'hypersaisie de l'information sensorielle. Ils pensent qu'il y a un danger. L'information sensorielle et non offensive est considérée à tort comme un danger. Ils sont dans un état constante de fuir, affronter ou figer. Et comme il y a cette réaction, ils ne peuvent pas répondre correctement à l'information bienveillante. Cette information peut être mal interprétée comme quelque chose de danger. Et aussi, comme ils sont dans cette réaction continue de fuir, affronter ou figer, ils sont ils sont dans un état de hyper éveil, ils ne peuvent pas tolérer l'information ou la saisie bienveillante. Et il faut se rappeler que leur cortex est désactivé. Ils savent les mots de soulagement de cette personne. Ils savent que cette personne dit qu'ils sont en sécurité, mais son système limbique est en alerte. Et pour cela, ils sont dans le blocage d'une boucle infinie de primitives. Vous êtes familiarisé avec le cerveau triunique lié au traumatisme et le système primatif. Bruce Perry, si vous êtes intéressé par ce chevauchement, le gourou est Bruce Perry sur la santé mentale et le traumatisme mental. Il suggère qu'il y a les éléments en commun.
Et j'ai fait référence à cela. Il y a les points en commun entre le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de traitement sensoriel et le trauma. Je pense que plusieurs d'entre vous sont familiarisés avec le trouble traumatique du développement. Je vais le réviser rapidement. C'était proposé par Bessel van der Kolk et des collègues pour être inclus dans le DSM-5. Le trouble traumatique du développement résulte d'un contexte de danger, de s'élever dans un contexte de danger continu. Il y a l'incidence des poussées fréquentes d'hormones de stress sur le cerveau. Ces hormones sont l'adrénaline et cortisol. Alors, mon hypothèse pour vous et pour la communauté de santé mentale, c'est que quand on regarde une population qui, qui ont un traumatisme développemental, on ne peut pas juste regarder les enfants qui vivent avec une histoire, une passé de traumatisme. Nous ne pouvons pas juste penser des enfants qui sont négligés, qui sont dans un état de danger continu. Mais il faut être préoccupé sur les enfants, sur les préscolaires qui habitent avec qui sont atteints avec les difficultés de traitement sensoriel, parce que quand qui ont les troubles de traitement sensoriel, parce que quand ils sont présentés avec l'information sensorielle, ils ont une réaction. Ces enfants, ces jeunes enfants, ils peuvent avoir les pics des niveaux de stress tous les jours. Il faut penser sur l'impact sur leur santé mentale. Et il y a une connaissance chaque fois plus dans la communauté d'ergothérapie. Il y a une connaissance à augmenter dans la communauté de santé mentale. 36% référés à une clinique de santé mentale. Ils n'ont pas regardé s'il y avait un trauma de développement, mais je suis ici pour le proposer pour les gens, pour qu'ils pensent sur le trouble, sur ce trouble. Si vous êtes référé avec les personnes avec le trouble traumatique de développement. J'ai 2 psychothérapeutes dans mon cabinet parce qu'un haut pourcentage des enfants avec le trouble traumatique sensoriel, elles ont les problèmes avec l'attachement. Alors, souvent, je reçois les références avec les enfants, avec l'autorégulation. L'autorégulation, ça c'est le mot que tout le monde utilise parce que cela implique qu'un enfant qui a 5 ans peut autoréguler. Alors moi, je préfère le terme de la régulation émotive ou la régulation de l'éveil parce que plusieurs de ces enfants sont hypersensibles. Elles ont des facteurs en commun que j'ai identifiés avant. Et un de ces points, ce sont ces enfants qui présentent un niveau de perturbation, d'interruption. Alors, je vais laisser de partager mon écran. Je ne sais pas exactement comment le faire. Alors, je ne vais plus partager mon écran. Je suis là avec vous. Raoul, est-ce que je suis là? Est-ce que vous me voyez? OK. OK, vous êtes là. Tout était bien. Alors, je dois terminer à 2 heures, mais je voudrais vous informer. Dans la deuxième partie, nous allons parler sur
les évaluations sur l'intervention, comme j'ai déjà dit dans la présentation, peu importe si le client a un problème de traitement sensoriel, les outils sensorimoteurs sont bénéficiels pour appuyer la régulation des émotifs, IDV, et pour ceux qui travaillent avec le trauma les différents traumas et par exemple le trouble de stress post-traumatique, nous allons aborder ces thèmes. Quand est la deuxième partie, c'est-à-dire quand est le deuxième webinaire? Quelle est la date du deuxième webinaire, Raoul? Je pense que c'est d'ici à 2 semaines. Perle vient c'est le 26 janvier. Oui, d'ici à 2 semaines. Alors, quelqu'un a demandé les liens. Pearl Boost va envoyer tous les liens et les autres liens aux vidéos. Tragedy with First Position sur la planification motrice. Vous allez recevoir un lien. Alors, pardon. Je pense... OK. Une des questions. Quelqu'un a dit qu'il voudrait avoir plus de temps. Je sais que dans les autres présentations, je vais parler de ce qui cause le SPD, le trouble de traitement sensoriel. Il y a de la recherche qui montre les changements physiologiques dans le cerveau. Définitivement, il y a une prévalence de troubles du traitement sensoriel avec liés avec les autres troubles. C'est pas juste qu'il y a du dommage dans une partie du cerveau, c'est comment marchent les voies avec la saisie, avec l'orientation, le cortex, les différentes zones du cerveau qui sont impliquées. Alors, les différences dans le cerveau sont diffusées. Il y a une incidence avec les enfants, les enfants qui ont une hypersensibilité ou il y a un abus, une toxicomanie, un abus de substance. Alors, j'ai préparé toute une liste des références. Dans le conseil scolaire de Toronto, il y a les conseillers qui fournissent des services. Il y a une longue liste d'attente, mais vous pouvez faire les références à eux aussi par le ministère de Santé, où il y a l'ergothérapie. Un ergothérapeute peut aller à la salle de classe. Il y a aussi quelques programmes ambulants financés, mais il y avait toute une coupure à Hospital for Sick Kids, North York General, Trillium, tous les hôpitaux. Humber Memorial, ils ont eu il y avait plusieurs coupures. Je sais que c'est au niveau 5 counties, Peterborough, il faut vérifier au centre pour les enfants dans les endroits où vous habitez. Malheureusement, plusieurs familles doivent trouver les praticiens privés quand il n'y a pas de financement public.
Bon, il y a une question, est-ce qu'il y a les différences entre les communautés marginalisées? J'ai pas des données spécifiques là-dessus, mais je sais qu'une des études, je ne peux pas chercher l'étude en ce moment-là, mais il y avait une étude dans un établissement de santé mentale dans la ville. Il y avait le critique pour identifier les différences entre la communauté marginalisée. Vous pouvez regarder là-dessus. Pearl m'avait dit que je dois terminer à 2 heures. Merci beaucoup. J'ai hâte de la prochaine session d'ici à 2 semaines. Merci beaucoup et au revoir.